Elles constituent près de la moitié de la population mondiale. Elles ont donc leur mot à dire sur ce que devrait être notre société. Elles, ce sont les femmes. Affaires de femmes leur donne la parole. Aujourd'hui, elles nous diront ce qu'elles pensent de cette nouvelle génération africaine qui bouge et qui veut changer les choses ici et maintenant. On dit d'elle qu'elle est consciente. Dans cette génération consciente, des jeunes ayant toujours vécu sur le continent, mais aussi des repatres. Vous l'avez compris, on parlera d'expatriation et de cette nouvelle génération de jeunes qui ont décidé de changer le visage de l'Afrique. Découvrons tout d'abord dans ce sujet des initiatives audacieuses et innovantes dans le social, l'agriculture et l'environnement, dénichées pour vous au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. L'Afrique regorge de nombreux leaders et ce dans tous les domaines. Ainsi, nous avons la nouvelle génération politique avec des jeunes comme Wilfried Ekanga du Cameroun qui aujourd'hui sur les plus grands plateaux fait bouger les lignes avec une vision novatrice. La maturité, en tout cas le regain d'intérêt de la politique actuelle vient de ceux-là qui, il y a 7 ans, n'existaient pas. Innovation majeure dans le domaine de la santé avec une tablette pas comme les autres. Eh oui, faire des diagnostics efficaces et précis en cardiologie, c'est l'objectif de la tablette créée par le jeune scientifique Arthur Zhang. L'agriculture ne reste pas en marge de cette évolution avec des agriculteurs innovants comme Daniel Oulaï. Ce jeune Ivoirien a lancé un nouveau système agricole intégré pour pallier aux 40% de pertes que subit chaque année le secteur agricole national. L'idée pour nous, c'est de non seulement employer, d'ici les 5 prochaines années, 1000 jeunes dans la chaîne de valeur que nous sommes en train de développer. Comme Daniel, Arthur et Wilfried, nos invités du jour veulent aussi contribuer à changer le visage de l'Afrique. Isabelle Conan, bonjour. Bonjour. Vous êtes citoyenne engagée. C'est ça. Très active dans la campagne politique en Afrique notamment. Absolument. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous sommes aussi avec Aïcha Diaby. Bonjour. Bonjour. Vous êtes digital manager, cofondatrice de la Mob Team, un regroupement de citoyens bénévoles. Exactement. Alors, avec elle, nous parlerons de cette génération africaine dite consciente. On la voit active dans plusieurs domaines, mais qui sont vraiment ces jeunes? Qu'est-ce qui les motive, Aïcha? Je suis motivée par déjà des choses qui font mal. D'aller à l'hôpital et de voir qu'on meurt pour une seringue, un gant, de voir le système éducatif qui ne court pas comme il faut, de voir des jeunes au chômage, désœuvrés et tout. C'est des choses qui révoltent et à un moment, vous avez envie de faire quelque chose pour changer les choses. Voilà, tout est parti de là. Isabelle, est-ce que vous vous reconnaissez comme membre de cette génération consciente? Oui, je pense, parce que, comme Aïcha le disait, c'est l'injustice qui nous révolte avant tout, et c'est l'injustice qui nous booste et nous amène à faire quelque chose, en se disant, même si c'est juste de l'activisme sur les réseaux sociaux, ça touche, ça donne envie aux gens de bouger, de faire quelque chose. Et comment vous la définissez, cette génération consciente? Alors, c'est une génération qui, aujourd'hui, s'intéresse aussi à la chose politique, qui essaie de mener des actions par elle-même, qui est entreprenante aussi, qui va vraiment créer plein de petits business, comme on dit, pour s'en sortir, en se disant, bon, on n'attend pas forcément tout des politiques. C'est ça, la génération consciente. Elle se prend en main? Elle se prend en main. Plus que jamais? C'est ça. Aïcha, diriez-vous que vous êtes une éco-activiste? Vous avez ressenti ce besoin de vous engager sur ce domaine en particulier? Le domaine de la salubrité, parce que c'est l'expression la plus criarde du mal-être de notre société. La plus visible? La plus visible. Voilà, ça exprime à un moment quand vous imaginez quelqu'un qui conduit une Range Rover, on se dit qu'il a déjà un certain standard. Et cette personne qui se permet de jeter un sachet, un papier de la fenêtre de sa voiture, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc c'est ça, et ça interpelle. Les jeunes, justement, vous avez choisi de vous activer dans le domaine politique. Qui sont vos modèles, justement, en politique? Alors, plus dans nos contemporains, on a vu Claude Wilfried dans le reportage, qui est quelqu'un qui nous inspire beaucoup. Il touche beaucoup parce qu'il est direct, il est très intelligent.
Après, plus anciens, Thomas Sankara, tous les pères qui ont lutté pour l'indépendance des pays africains. Parce que quand on analyse leur discours, on sait qu'il y a 60 ans, ils avaient déjà la vision, ils avaient déjà tout compris. Voilà, Lumumba, Ouandié, c'est des gens qui avaient la vision. Et si ce qu'ils avaient comme programme avait été appliqué, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique ne serait pas où elle est aujourd'hui. Et justement, la politique intéresse encore les jeunes aujourd'hui? De plus en plus. Et pourquoi? Alors, parce qu'ils ont compris qu'il faut faire quelque chose et que ça passe par là, que les décisions qui sont prises en politique les intéressent et les impactent directement au quotidien dans leur vie. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on a vu par exemple au Cameroun un jeune de 38 ans candidat à la présidence. C'est du jamais vu. Oui. Et qu'est-ce qu'on devrait mettre en œuvre justement pour avoir plus d'implication de ces jeunes sur notre continent? Plus en œuvre, je pense que c'est à la génération actuelle aussi de savoir laisser la place à un moment. Est-ce qu'elle sait le faire? Non, il faut les bousculer. Il faut les bousculer. Donc moi, je repasse encore un appel aujourd'hui. Les jeunes, intéressez-vous à la politique, n'ayez pas peur. Il faut aller prendre des mandats parce que c'est comme ça que ça se passe. Il faut s'intéresser vraiment. Et vous, Aïcha, la politique vous intéresse dans vos actions? Non, absolument pas. Parce que moi, je veux donner un nouveau souffle, susciter une société civile forte qui, à côté des politiques, aura son mot à dire et jouer. Parce que tout ça a son importance. Alors, définissez la société civile, justement, pour qu'elle soit mieux comprise. Elle a quoi comme forme? C'est monsieur, madame, tout le monde? C'est monsieur, madame, tout le monde, engagé pour tout, dans l'intérêt de tous. C'est surtout ça. Oui, parce que la politique sous nos cieux, c'est plus tout pour moi et pour les autres. Donc, ça, c'est un peu l'arbitre, la société civile, qui va dire non, attention, oui, c'est vrai, c'est nous qui vous avons donné l'accord pour être là, mais attention, là, vous n'êtes pas en train de faire ce qu'on vous dit. Et vous trouvez qu'elle est inexistante? Oui, absolument, elle est inexistante parce que on ne verrait pas tout ce qu'on voit actuellement s'il y avait une société civile forte qui pouvait mettre les garde-fous et dire à un moment, non, ça, ce n'est pas le chemin à prendre. Et voilà. Ce que Aïcha dit est très pertinent. On a besoin des deux, on a besoin de la société civile. C'est la société civile qui, à un moment, va faire bousculer la politique. Et même, pourquoi pas, on a vu des phénomènes ailleurs en Europe, par exemple, les Gilets jaunes, c'est la société civile qui s'exprime. Et il y a les Européennes qui présentent une liste parce qu'ils comprennent que non, leur dire « stop, on ne veut pas de ça », à un moment, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, il faut qu'on soit au cœur des décisions. Voilà. Et donc, plus la société civile est forte, est formée, plus le politique sera plus impactant. Et obligé de réagir. Voilà. Justement, pour en revenir à votre cause, Aïcha, qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce combat pour l'environnement? Qu'est-ce qui vous inspire? Notre slogan... Et qui vous inspire dans cette démarche-là? Notre slogan à Mob Team, c'est « Un jour, Abidjan sera comme Kigali ». Kigali, aujourd'hui, est la ville la plus propre d'Afrique. Nous espérons que Abidjan soit aussi propre comme Kigali. Abidjan soit un exemple de réconciliation, un exemple de reconstruction et un exemple de propriété. On dit quoi d'Abidjan en Côte d'Ivoire? C'est sale? Abidjan est sale. Abidjan est sale? Oui. A-t-on des raisons justement d'espérer une prise de conscience collective quant à la nécessité de préserver notre environnement et de penser développement durable, Aïcha? Oui, absolument, il faut espérer. C'est déjà l'espoir qui nous fait passer à l'action. Et à notre niveau, avec les retours et les résultats que nous obtenons, nous pensons que l'espoir est absolument ce qu'il faut avoir. Au début de notre action, nous avons même des amis et des personnes qui nous disaient « c'est du m'as-tu vu, elles vont arrêter au bout d'un moment, c'est n'importe quoi ». On a décidé de faire 52 semaines d'action citoyenne. Déjà, oui, le samedi passé, on a fait la 52e semaine. Chaque semaine, vous intervenez? Chaque semaine. Depuis 1 an aujourd'hui, chaque semaine, on descend dans les caniveaux, dans les rues, on les nettoie. Et toutes ces personnes qui, au début, disaient « c'est du n'importe quoi, c'est pas votre rôle », se sont aujourd'hui ralliés. D'autres nous ont rejoints, d'autres ont changé de langage. Donc oui, petit à petit, nous sommes en train d'impacter. Le sujet vous intéresse? Vous avez un avis à donner sur comment les jeunes d'aujourd'hui peuvent contribuer au renouveau de l'Afrique? Vous pouvez le faire sur notre page Facebook en suivant le hashtag Affaires de femmes, affaires chiffre 2, femmes. Le thème d'aujourd'hui, Génération consciente, quel espoir!
pour l'Afrique. Aïcha, que pensez-vous de cette vague de retour de ces élites, de ces jeunes allés se former et revenant dans leur pays natal? C'est à saluer, c'est encouragé. D'ailleurs, ma binôme Diane Douai, avec laquelle j'ai initié cette aventure, elle est aussi revenue au pays. Elle était où? Aux États-Unis, qui a décidé de rentrer tout claqué un beau matin, qui a décidé de rentrer et de contribuer au changement. Voilà, donc c'est déjà une bonne initiative, mais j'attends personnellement un peu plus de toutes ces initiatives, toutes ces personnes qui nous reviennent. Il y a beaucoup de verbes et très peu d'actions. Et pourtant, il y a de belles ici idées. Et peu d'actions, ou bien de l'extérieur, les gens? Pas de l'extérieur, de ceux qui nous reviennent. Ils ont de belles idées, de beaux projets. Mais pour ma part, j'estime que le changement réel, l'impact réel est beaucoup plus terrain, plus physique que littéraire, surtout quand on est dans des pays d'Afrique où on sait quelle est la frange de la population qui a accès à l'éducation, à tout ce qu'il faut. Voilà. Isabelle, vous faites partie de ces repates. Qu'est-ce qui vous a convaincu de revenir sur le continent, au pays? Alors, Il faisait trop froid là-bas? Oui, aussi. Oui, il faisait trop froid. Et puis, moi, je rêvais d'Afrique depuis toujours parce que j'ai quitté le continent un peu tôt. Et tout pour moi, c'était de rentrer. Et donc, dès qu'il y a eu une opportunité, j'ai d'abord suivi mon époux, en fait. Et pour moi, c'était tellement évident de se dire il faut y aller maintenant, c'est maintenant ou jamais. Donc, pour moi, je n'ai pas hésité, on a foncé. Et dès que je suis arrivée, je me suis mise à mon compte parce que je pensais que j'avais quelque chose à apporter aussi dans la société. Je reviens un peu sur ce qu'elle disait, Aïcha. Je pense que c'est peut-être un problème d'environnement si les repates ne s'investissent pas plus que ça concrètement, parce que ce n'est pas vraiment facile de s'adapter. Oui, il y a les démarches administratives, il y a les réalités locales, donc ça peut décourager. Ça peut décourager, et justement nombreux sont ces repates qui retournent donc en Occident, désabusés un peu de ce qui était venu proposer et rechercher. Parmi ces raisons, le manque d'emploi. Mais il y a des jeunes qui ont décidé aussi de dire non, de s'engager, de dire non au chômage et de travailler. C'est votre cas? C'est mon cas, complètement, parce que j'étais fleuriste à Paris, donc... ici, ce n'est pas un métier qui est forcément très valorisé. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, OK, je ne vais pas être fleuriste parce que pour quelqu'un, il faut que je crée ma propre affaire si je veux m'en sortir. Donc, je suis complètement dans ce cas-là de se dire, OK, il n'y a pas d'emploi pour moi, je crée ma boîte et puis j'essaie de développer pas mal d'autres choses à côté. Et pour le moment... on ne se plaint pas trop. On ne se plaint pas trop. Voilà. Aïcha, vous dirigez un regroupement. C'est une perspective différente de l'entrepreneuriat. On parle de plus en plus d'entrepreneuriat social. Est-ce que c'est un domaine qui intéresse les jeunes aujourd'hui? Et pourquoi, à votre avis? Déjà, le mot diriger est un peu gênant pour moi. Au sein de notre team, on le dit tout le temps, nous sommes tous des leaders. Parce que nous venons mener tout le monde à s'exprimer. Chacun peut faire quelque chose de lui-même. Il faut qu'il ait confiance en lui-même pour pouvoir s'exprimer. Non, donc diriger, suivre et tout, ce sont des mots, des thèmes que nous bannissons dans notre organisation. Nous demandons à tout le monde de s'exprimer. Nous sommes tous des leaders au même titre. Tout le monde s'implique? Oui, tout le monde s'implique au même niveau. Toutes les idées sont les bienvenues. Et justement, est-ce que ça intéresse les jeunes aujourd'hui, ces actions? Oui. L'entrepreneuriat social? Oui. La difficulté, c'est que beaucoup ont encore du mal à adopter le leadership comme nous, on veut le prôner. Beaucoup ont encore cet esprit de suivisme. Ils attendent des ordres. Dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On attend de vous. Non, n'attendez pas. Et justement, aujourd'hui, quel est l'impact concret de vos actions? Quelle différence vous voyez depuis que vous avez mené cette action-là sur la société ivoirienne? Depuis un an, c'est ça? Oui, depuis un an. Et chaque semaine, vous agissez? Oui, chaque semaine. Déjà autour de moi, famille, amis, des personnes qui ne sont jamais venues sur le terrain avec moi et qui me disent « Tu sais, à cause de toi, aujourd'hui, je ne jette plus les trucs dans la rue, j'interpelle les gens. » C'est déjà une grande victoire. Quand on fait un peu le tour des sites que nous avons eu à nettoyer, certains sites sont devenus propres jusqu'à aujourd'hui. Certains ont été plus ou moins repollués.
ont été exagérément repollués. Mais bon, déjà, ça veut dire que le message est en train de passer. Et surtout, la grande victoire, c'est de savoir qu'après notre passage dans certaines zones, d'autres jeunes ont repris le flambeau et ont continué cette activité et se sont donnés. Donc oui, il y a une victoire, mais la tâche est tellement énorme qu'on a l'impression que rien n'est fait. Mais bon, nous sommes sereins, ça va aller. Vous accrochez. Quel impact vous pouvez voir justement autour de vous de votre engagement citoyen? Des gens qui s'engagent plus, qui ont plus le courage de leurs convictions. Oui. Pour parler ou pour se présenter dans des campagnes, dans des élections? Pour le moment, comment ça se manifeste? Pour le moment, pour parler, dire ce qu'ils pensent, voilà. Mais pour l'implication, aller jusqu'à solliciter un mandat, je pense que... c'est une autre étape. C'est une autre étape. Génération consciente, Oui. vous pensez que c'est une génération décomplexée aujourd'hui? Un On peu. peut dire le contraire de ce que nos parents pensaient, par exemple? Complètement. Vous le voyez, ça? Surtout pour les femmes. Parce qu'avant, les femmes n'avaient même pas le droit de parler politique. Et aujourd'hui... Surtout les femmes? Oui, surtout les femmes. Aujourd'hui, une femme, elle a le droit d'avoir son opinion. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient pas forcément le droit de vote, ou elles devaient prendre l'autorisation à son mari de dire est-ce que je dois voter qui. Voilà, c'était du suivisme vraiment. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Alors, selon vous, mesdames, quelle est la leçon que cette nouvelle génération devrait retenir des générations antérieures? L'amour de la communauté, sans hésiter. C'est quelque chose qu'on a perdu. Pourtant, nous sommes des sociétés dites communautaires. Oui. Mais vous sentez que, dans le fond? Dans le fond, non. L'individualisme gagne de plus en plus nos communautés. Donc, vraiment, l'amour de la communauté. Quelles sont les erreurs à ne pas reproduire, justement, de ces générations antérieures? C'est de laisser l'opportunité aux jeunes de s'exprimer. Ouais. Avant, on estimait que seuls les vieux avaient leur mot à dire, les jeunes ne savaient rien. Mais la gérontocratie. Ouais. On impose ce droit d'aînesse, on impose ce droit d'aînesse, oui. Il faut qu'on permette à tout un chacun de s'exprimer, surtout aux femmes. Surtout aux femmes. Les femmes sont des constructrices. Elles bâtissent les foyers, elles bâtissent les familles, et les familles sont la base de la société. Donc, permettre à tout le monde de s'exprimer, c'est ce qui va nous permettre de nous construire. Et moi, je dirais de croire en l'Afrique, de croire qu'on peut y arriver nous-mêmes, d'arrêter de penser que tout ce qui vient de l'extérieur est bien et qu'on a toutes les ressources sur place pour y arriver. Vous aussi, vous avez des idées à partager sur les valeurs que doivent porter les générations d'aujourd'hui. Vous pouvez le faire en partageant vos avis, en commentant sur notre page Facebook avec le hashtag Affaires de femmes, affaires chiffre 2, femmes. On parle de génération consciente, mais Princesse, notre chroniqueuse, a découvert un tout autre genre. Dis-nous tout, Princesse. Ah, c'est terrible ce qui m'arrive depuis quelques semaines. Quoi? J'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Un douanier, à la frontière. Mon nouveau voisin. Oui. Depuis qu'il a aménagé, je dois déménager. Ah. En fait, c'est pas lui le problème, c'est ce groupuscule de poilus qui lui sert de descendance. J'étais en congé et j'ai pu observer toute l'intégration de ces petits cafards dans l'immeuble. Ce sont ces enfants que j'appelle les cafards. Franchement, t'en tues un, t'en as 10 000. Anyways, au début, j'ai pensé que comme moi, ils avaient un boulot. Ou que comme moi, ils étaient en congé. Mais non, ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, je me demande si quelqu'un leur a déjà dit l'intérêt d'avoir un boulot. Ou quelque chose comme ça. Écoute, hein. Leur quotidien se résume à aller, venir, manger, dormir. À Abidjan, ils disent génération Promador. Promador? Oui, Promador. Promador. Promener, manger, dormir. Acronyme. Promener, manger, dormir. Promador. Alors, on doit tout lui expliquer, celui-là. Perso, je n'ai jamais vu des gens si épanouis à ne rien faire. Sérieux, ils se lèvent le matin. Je vais rien faire aujourd'hui. Tu fais quoi? Ah, rien. Et c'est drôle. Anyway, improductifs et bruyants, ils ont un plan commun. Quoi? L'oisiveté et la détente, s'il te plaît. Ils font rien. Pff. Jeux vidéo, rigolade, beuverie, bouffe party, potin et des fois, des grands débats existentiels, s'il vous plaît. De qui entre Drogba et Eto'o est le plus riche ou encore entre Messi et Ronaldo le plus fort? Who cares?
Leur sœur, quant à elle, alors là, fou, as de la découche. On les voit jamais. Tu sais, cultivant ce petit côté starlet, elles sont, je pense, une version infiniment fauchée des sœurs Kardashian. Des Kardashian du tiers-monde, quoi. Et leur père, alors? Ah, celui-là, là? Tu parles duquel? Bruce ou de... Tu sais? Oui. Kate. Oui, ouais. Le père, quand il revient, il m'arrive de l'entendre hurler. « Vous êtes une bande de bonnes à rien !» Et puis bon, il fait son temps et puis il repart en mission, comme d'hab, quoi, tu vois. Mais ces 6 enfants, 6 adultes, sans emploi, ni activité, si, comme on le dit, le chômage touche de plein fouet la jeunesse africaine, alors je crois bien que cette famille... contribue Et le pour poids 80%. en est le point d'impact. Merci, Princesse. Merci, Princesse. Et à bientôt. Vous en avez croisé, vous, des jeunes de cette génération Promador, madame? Promener, manger, dormir? Oui. Oui? Oui. Mais je pense que très souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas de perspective. Donc, c'est le minimum. Tant qu'ils arrivent à satisfaire leurs besoins primaires, voilà, on s'arrête à ça. Il faut leur créer ces perspectives-là ou ils doivent... Après, c'est des jeunes qui ont aussi des rêves, hein, mais ils n'ont pas les moyens. Ils ne voient aucun moyen pour y arriver. Donc, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Des fois, c'est juste du conseil. Tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Les orientés, vous avez rencontré à Abidjan? Tous les samedis, nous rencontrons des jeunes comme ça. Et ils vous regardent, ils pensent quoi? En fait, c'est plutôt nous qui les regardons. Nous avons fini par comprendre que ces jeunes ont besoin d'aide parce qu'ils ne comprennent même pas la misère dans laquelle eux-mêmes ils sont plongés. Voilà, cette oisiveté qu'on leur reproche tant est due à quelque chose. Qu'est-ce qu'on leur a offert? À Abidjan, toutes les rues sont les maquis. Les seules distractions qu'on a, c'est les maquis. Qu'est-ce qu'on leur a offert? Ils ont grandi comme ça. À un moment, il faut qu'on se pose les bonnes questions pour apporter les bonnes solutions. Comme on dit ici, il faut les conscientiser. Vraiment, il ne suffit pas de les conscientiser. Il faut déjà commencer à changer ce flux-là. On a rencontré sur un site à Bobo-Doumé, par exemple, des jeunes que nous avions invités et tout. Et ils nous ont envoyés au bord de leur lagune, qui est totalement polluée. Ils nous ont dit qu'ils avaient pour projet de nettoyer et d'en faire un espace de détente et maquis. C'est la pire des idées que vous pouvez avoir. Vous avez compris ce que c'est le bénévolat, vous avez aimé et vous avez commencé. Pourquoi ne pas faire un espace, une petite bibliothèque où vous allez encadrer vos enfants, les enfants de la commune, où vous allez pouvoir faire de la culture, où vous allez pouvoir de la littérature, des choses qui ont de la valeur, qui vont vous donner un plus. Pourquoi le maquis? Et ils ne s'étaient même pas rendu compte qu'ils avaient toutes ces solutions-là. En fait, c'est ça, ils ne savent pas. Les orientés. Notre émission tire à sa fin. Pendant ces dernières minutes, je vous propose, mesdames, de répondre chacune à quelques-unes de mes questions. Vous aurez à répondre rapidement, sans trop réfléchir. Vous êtes prêtes? C'est parti. On y va. Elle porte justement sur l'expatriation, sur le besoin qu'un Africain peut avoir de s'expatrier. Pour quelles raisons, selon vous, irez-vous vivre à l'étranger, hors de l'Afrique? Vous d'abord. Pour rien. Pour rien? Surtout à cause du foie. Je suis trop frileuse, je n'irai jamais le faire. Pour la santé quand même. Pour la santé? Pour l'éducation des enfants. Parce qu'on a quand même plus, sans avoir besoin de trop de moyens, on peut avoir une meilleure éducation pour ses enfants quand même en Europe. Alors qu'ici, il faut quand même être assis. Être assis, avoir des moyens. Dans quel pays africain accepteriez-vous de vous expatrier sans réfléchir? Quel autre pays? Rwanda. Rwanda. Ghana. Ghana. En dehors de vos proches, qu'est-ce qui vous relie au continent africain? Tout. La culture africaine. La culture africaine. Tout vous relie à ce continent. Oui. Merci pour vos réponses. Affaire de femmes, mais affaire de tous. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à nos invités qui nous ont partagé leurs expériences et leurs savoirs sur ce thème du jour. Génération consciente, quel espoir pour l'Afrique. Nous retenons qu'il y a encore des raisons d'espérer parce que des jeunes Africains ont décidé de faire bouger les choses et de ne pas subir les maux du continent. Contre le chômage, les dérives politiques, les inégalités sociales,
Ils se lèvent et s'investissent pour leur futur et celui de leur continent. Contre le chômage, les dérives politiques et les inégalités sociales, ils se lèvent et s'investissent pour leur futur et celui de l'Afrique, pleinement conscient de l'énorme potentiel du continent. N'oubliez pas, la discussion se poursuit sur les réseaux sociaux. Au revoir.